Chers amis du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Nous avons l'honneur ce jour de recevoir une fois de plus Jean Bernardin à Cotonou. Jean Bernardin, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame René. Oui, je suis sur ce plateau avec Robert Asté. Robert, bonjour. Oui, René, bonjour. Oui. Alors, Chant funèbre pour un potentat, qui est un recueil de 5 récits. Nous avons déjà décortiqué À l'obscurité d'un illuminé, Mémoire puérile. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dodo, Dangereusement vôtre et Chant funèbre pour un potentat. Oui, Dodo, ce village, Monsieur Jean Bernardin, oui. Ce village où tout semble mal se passer, la misère qui est au comble, des cœurs pas du tout en concert, des gens qui se font du mal, des gens qui sont déjà dans la misère et à qui on vient tout voler. Maman Yoyo, qui se bat tous les jours et n'arrive pas encore à mettre ses 2 filles à l'école comme elle l'aurait souhaité, et qui, un beau jour, on lui prend ses 2 filles. On ne sait pas où les filles sont passées. L'imam du village qui pense faire une tabaski avec son mouton, il vient de la prière et puis il ne retrouve pas ça. Le gardien à qui on vole sa moto, ainsi de suite. Pourquoi avez-vous peint ce village de cette façon? Merci une fois encore Madame René. Oui. Oui, tous ces faits que vous venez de citer, ce sont des faits divers de société. Oui. Et en réalité, Dodo n'est qu'une peinture de la société actuelle dans laquelle nous vivons. Et cette ville misérable est une conséquence de l'incivisme de nos politiques, de nos dirigeants. Oui. J'aimerais d'abord vous narrer un peu les circonstances dans lesquelles j'ai écrit ce texte. D'accord. Et j'ai été témoin d'un fait qui m'a beaucoup marqué et étonné. Je me promenais un soir dans mon quartier lorsque j'ai vu un cordonnier qui était vêtu de haillons d'abyssal et qui broutait un bout de manioc. Oui. Et je l'ai appelé pour le questionner, mais il n'a pas voulu s'arrêter, il a continué son chemin. Et une fois rentré à la maison, je me suis posé un certain nombre de questions. Et qu'est-ce qui a pu pousser cet homme à avoir un tel comportement? Et je me suis rendu compte en réalité qu'il ne broutait pas ce bout de manioc de gaieté de cœur. C'est parce que c'était la faim qui le tourmentait. Et justement, cette faim est due à quoi? Et j'ai poussé un peu plus loin mes réflexions et je me suis dit, au niveau de nos États, est-ce que ce sont les ressources financières qui manquent autant pour que nos gouvernants et nos dirigeants ne soient pas à même de créer des conditions de vie favorables, un minimum de bien-être social pour la population? Et à cette question, je me suis dit que les ressources financières existent bel et bien, mais seulement c'est la corruption, les détournements qui font justement que les ressources ne sont plus affectées aux charges. Et Dodo, qui est cette ville misérable, n'a justement pas bénéficié de ces constructions d'infrastructures sanitaires, n'a pas bénéficié des mesures d'accompagnement, des politiques de développement. Et justement, cette ville, comme je l'ai décrit, c'est une ville misérable. Et vous savez, lorsqu'on vit dans la pauvreté, ceux qui vivent dans la pauvreté, c'est une porte ouverte pour d'autres vices. Justement, parce que lorsque la pauvreté entraîne le vol, la pauvreté entraîne le viol, la pauvreté entraîne le banditisme, la pauvreté entraîne, je dirais, l'insécurité. Une parenthèse de vice, en quelque sorte. Voilà. Et justement, c'est pourquoi j'ai montré dans ce texte tout ce qui se passait comme fait divers. On a parlé tout à l'heure des moutons de l'imam. Voilà, de moutons sacrés. Voilà. Et donc, c'est une manière pour moi de tirer la sonnette d'alarme et montrer aux dirigeants, ceux qui ont une parcelle de pouvoir, il faut qu'ils prennent conscience que leur acte, qu'ils prennent conscience qu'ils ont une commande sur les destinées humaines et que leur incivisme, leur conduite entraîne des villes misérables comme Dodo qui restent en marge du développement. Dangereusement vôtre. Voilà, dangereusement qui vient encore, c'est-à-dire enfoncer le clou dans la plaie. Voilà.
Et vous savez, j'ai lu un livre récemment qui disait que toutes les misères que connaît l'humanité trouvent leurs racines dans le cœur de l'homme. C'est un texte que j'ai lu dans un ouvrage intitulé « Lettre à Dieu » de Robert Azé. Et donc, vous voyez, c'est toujours ce que je viens de dire qui se perpétue dans ce texte. Le mal qui est au cœur de l'homme, la cupidité de l'homme, la méchanceté gratuite de l'homme. Il y a certaines personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des soulèvements. Et ils profitent de cela pour faire le commerce illicite des âmes. Et justement, dangereusement vote, il s'agit justement d'un petit garçon qui fuyait la guerre. À la recherche d'une famille d'accueil. Voilà, puisque tous ses parents ont péri dans cette guerre. Et il tombe dans les mains d'une pègre, d'une association de malfaiteurs. Et malheureusement, pour lui, on l'a enrôlé dans cette bande de voleurs pour aller commettre des crimes. Et le titre colle bien avec l'histoire dangereusement votre. Pour tomber sur un chant funèbre pour un potentat, où nous allons en lire un petit extrait. Mbata Sike Sik, te réfugier dans les entrailles de ta bière, te confondre à la terre et t'abstrenter de la vie pour devenir irréel, notre innocente guerre. Partout, les esprits soufflent et fouillent, partout, les fantômes rôdent autour de la terre, les spectres s'exhument pour hurler. Ils aboient, rudoient, convoient dans tes sourdes oreilles le tintamarre de leur vacarme. Leurs échos réclament ta tête coiffée d'un béret à peau de léopard et ta canne a commandité les carnages. Oui, voilà le chant que tu as conçu donc, pour nous parler d'un despote, d'un tyran imaginaire, mais connu comme africain. Très bien. Mbata Sike Sik. D'un animal. Voilà. Et ceux qui lisent ce texte vont facilement reconnaître de qui s'agit. C'est un texte à clé. C'est en cela que ce texte constitue un pamphlet. C'est un satire violent pour pouvoir exhumer, je dirais, le bilan macabre du règne de ce despote qu'est Mobutu Sese Seko. Et il y a une voix dans ce texte qui parle, mais qui ne se fait pas entrevoir. Il s'agit d'une des victimes collatérales de ces actes macabres et machiavéliques de ce despote qu'est Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, c'est un chef, un dirigeant qui a commis beaucoup de tort à son peuple, qui a massacré son peuple dans la férocité et la réclusion. Un despote, un sanguinaire, un dictateur qui ne dit pas son nom. Exactement, un dictateur qui n'est pas prêt à aller au dialogue avec ses opposants. Et donc, durant tout son règne, il a exterminé systématiquement tous ceux qui se sont opposés à lui. Et il y a un fait qui m'a vraiment intrigué. En 1963, je pense, il a donné l'ordre à la milice, aux policiers, de tirer à bout portant et à balles réelles sur des étudiants qui marchaient pacifiquement pour réclamer leurs droits, l'amélioration de leurs conditions de vie, d'études, la hausse des bourses scolaires. Et vous voyez cela, et il a créé un peu partout dans le pays des fosses communes pour pouvoir enterrer ces cadavres, pour pouvoir les dissimuler à la communauté internationale. Donc c'est un dirigeant qui a vraiment marqué négativement son peuple. Et donc je me suis dit qu'il fallait quand même écrire un brûlot sur lui pour pouvoir toujours, dans la même veine, attirer l'attention des chefs d'État, de ceux qui ont un pouvoir en leurs mains sur la délicatesse de leur rôle, du rôle qu'ils doivent exercer au sein de leur pays. Un peu de cœur et de discernement. Exactement. Oui, mais selon vous, qu'est-ce qui peut amener un seul individu à devenir si puissant au point de dominer, c'est-à-dire tout un peuple? Oui, c'est ce que je dis, c'est la cupidité, c'est la mégalomanie. Non, un seul individu. Vous ne pensez pas que c'est ceux qui entourent l'individu qui lui donnent l'énergie, la puissance donc, de se comporter de la sorte? Oui, en fait, le gouvernement, vous savez, c'est toute une équipe. Et lorsque chacun trouve son intérêt, au contraire, c'est ceux qui sont dans l'homme qui poussent le chef à agir de cette manière. Et effectivement, il faut dire que ce qui caractérise ce personnage assez loufoque et mégalomane, c'est sa soif effrénée du pouvoir, de régner de façon hégémonique systématiquement sur son peuple. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ceux qui l'ont entouré, l'ont aidé à accomplir ces bassesses narcissiques et machiavéliques. Et justement, comme je le dis, c'est la cupidité qui règne au cœur de l'homme.
de vouloir régner à tout prix sur tout, contrôler tout. C'est ça justement qui a d'avoir le pouvoir de décision absolu. Voilà. Et il faut dire que ce personnage que j'ai décrit, c'est quelqu'un qui a un caractère assez narcissique. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui aime se faire voir. Et il a donné l'ordre même à l'un de ses ministres de l'Intérieur, tous les matins, lorsque les héros allument la télé, de voir il faut que ce soit de l'information. Il apparaît comme Dieu. Comme un Dieu. Oui, sur voilà. Et dans l'imaginaire des enfants du peuple, on le prenait comme un Dieu. Voilà. Et c'est pour ça justement qu'il s'est entouré de ces gens. Parce que s'il n'a pas un peu ça en lui, il ne peut pas, même si les gens le poussent, arriver à ça. Donc c'est le mal même qui règne au cœur de l'homme, qui pousse à tout cela. Ouais. Alors l'écriture, votre écriture, nous avons l'impression que vous tissez bien les mots. C'est-à-dire le mot est bien choisi. De la poésie en plus. De la poésie, oui, de la poésie dans tous les récits. À travers les textes. De façon épicée. Alors quelle est votre source de culture, Jean Bernardin à Cotonou? Non, en fait... Parce qu'en tant qu'assureur juriste de formation, vous m'avez surpris par votre écriture. Non, en fait, vous savez, la culture, c'est la lecture. Tout ce qu'on écrit, c'est non seulement la propre inspiration, mais ça vient aussi des différentes lectures que l'on fait. Et dans ce texte particulièrement, je dois dire que je l'ai écrit avec beaucoup d'émotion. Après avoir suivi un CD, un documentaire fait sur lui qui s'appelle Mobutu Sese Seko, roi du Zaïre. Et lorsque j'ai suivi ce documentaire, je me suis dit que je ne pouvais pas rester inapte. Il faut que j'écrive un texte. Et donc, dans ce texte, j'ai essayé un peu de combiner les techniques de narration, de la poésie, comme vous l'avez remarqué, et de la nouvelle. Et celui qui lit le texte aura comme l'impression qu'il est en train de faire une déclamation. C'est tout comme si le texte était écrit en vers. Et donc, en réalité, c'est pour tutoyer la conscience du lecteur chaque fois et choisir les mots pour montrer la gravité de ce que je vais exprimer. Parce que le contenu de ce que je dis est très important pour moi. Et donc, j'avais suivi une conférence où le conférencier dit qu'il faut écrire avec émotion, il faut écrire avec cœur. C'est ce que j'essaie de faire. Ça, on l'a senti à travers. C'est ce que j'essaie de faire. Vraiment, et vous l'avez si bien fait. C'est de bon style, de belle écriture pour nous restituer 5 bons récits alternés à l'obscurité d'un illuminé, mémoire puérile, dodo, dangereusement votre chant funèbre pour un potentat. Nous venons ainsi par 3 séquences de boucler ce chef-d'œuvre. Et nous vous invitons le samedi 11 février 2017 à l'Institut français de Cotonou pour savourer, pour causer autour de ce chef-d'œuvre. René, vous avez le plateau. 13 minutes n'ont pas suffi pour parler de fond en comble de ce livre, mais nous avons essayé. Monsieur Jean à Cotonou, merci beaucoup. Et nous serons très heureux de vous revoir ici avec d'autres récits. Au plaisir de nous revoir. Robert, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à la réalisation. Chers amis, bonsoir.